Je crois que Patrick a finalement déjà dit l'essentiel de la raison pour laquelle on a choisi finir par une réflexion autour de votre œuvre, Philippe. C'est-à-dire que vous nous aidez d'une certaine manière à boucler, bon, pas en l'espèce le programme, mais en tout cas le petit tour d'horizon auquel on s'est livré cette année. Parce que si on s'en tient à votre enseignement d'enceinte, bon, qui n'est qu'une part, évidemment, cher Philippe, de vos interventions et de l'ensemble de vos écrits, eh bien, vous avez commencé sous le signe de Humboldt, qui est invoqué en ouverture de votre leçon inaugurale du 29 mars 2001, et vous avez fini sous celui de Goethe, dont vous commentez le modèle de l'archétype originaire dans votre cours final sur le comparatisme dispensé le 27 mars dernier. Donc vous avez commencé sous le signe de Humboldt et fini sous celui de Goethe, ce qui veut dire que d'une certaine façon, nous voici quelque part, et en l'espèce à Iéna, en 1796. Alors nous voici dans cette gravure que vous ne verrez pas à cause d'un petit problème technique, et qui est la gravure célèbre. Entièrement de ton fait. Hein. Entièrement de mon, mais oui, comme d'habitude. C'est bien que de toute façon, les empêchements sont toujours techniques de mon fait. Donc cette gravure, qui est celle d'une conversation champêtre entre Alexandre et Wilhelm de Humboldt, Schiller et Goethe, c'est une scène qui prend place à l'automne 1796, lorsqu'en fait Goethe sollicite l'avis de Wilhelm de Humboldt, le frère d'Alexandre, sur Hermann et Dorothée, alors qui est l'une des œuvres les moins connues et, à la vérité, les moins reconnues, pourrait-on dire, de Goethe. Et c'est dans cette gravure, en l'espèce, Wilhelm de Humboldt qui, plume en main, annote l'épopée de Goethe, tandis que Schiller pose sa main sur l'épaule du grand poète en un geste qui vient à signifier l'alliance fraternelle des lettres, de la philosophie et des sciences. Et ce, alors même, d'ailleurs, que les rancœurs ne sont pas du tout absentes de cette scène, qui est une scène d'une rencontre, pour le coup, qui n'est pas manquée, ou d'une conversation paisible. Et en fait, déjà, les couteaux s'aiguisent, puisque Schiller voue aux gémonies Alexandre de Humboldt. Et je cite ce qu'il écrit peu après cette conversation, dans une lettre à son ami le juriste Körner, à propos d'Alexandre de Humboldt. C'est l'un de ces esprits froids et disséqueurs qui exige que la nature entière soit soumise sans pudeur à l'observation, alors que la nature doit être vue et considérée dans ses manifestations singulières et ses lois supérieures. Poussé par une insolence inconcevable, il érige ces formules scientifiques, qui ne sont pour la plupart que mots creux et concepts étroits, en normes universelles. C'est ici, d'une certaine manière, le fossé entre une certaine forme d'histoire naturelle et le premier romantisme allemand qui commence à se creuser. Il y a d'ailleurs cette phrase de Goethe, célèbre, rapportée dans les conversations avec Eckermann, « J'appelle saint ce qui est classique, malade ce qui est romantique ». Ce premier romantisme allemand qui précisément germe au sein du cercle d'Iéna, donc nous sommes et nous restons dans cette gravure, ce cercle d'Iéna qui est un groupe d'études poétiques et philosophiques auquel prennent part les frères Schlegel, Novalis, Hölderlin, Fichte et Herder, un groupe qui, de 1798 à 1800, publie l'Athénéum, qui est une étrange revue où l'on discute aussi bien de la poésie de Goethe que de la philosophie de Kant. Et donc cette inimitié entre Schiller et Humboldt, qui pourrait être un craquement ou un craquellement de la gravure que vous ne voyez pas de la rencontre de 1796, eh bien, donne d'une certaine façon à voir l'écart grandissant entre deux versions distinctes de la philosophie de la nature. Il en a donc une, celle de Humboldt, et pour partie celle de Goethe, en tout cas dans la période des premiers écrits naturalistes, qui est axée sur la description, on pourrait dire, objective du monde, et qui se soutient de l'idée que précisément le réel est ce qui résiste à l'idée, ce qui, dans les termes plus tardifs de Rilke, ne prend pas part. La nature ne prend pas part, on ne peut pas prendre part à la nature, qui est d'une certaine manière quelque chose qui est déjà là, en soi, par elle-même, quelque chose qui converse, on pourrait dire, avant et sans l'homme. Et puis il y a l'autre version, celle de Schiller, qui est axée sur la perception subjective du monde, et qui débouche chez lui sur une vision proprement idéaliste du réel, avec la phrase célèbre de Schiller, « Il s'agit de prendre pour objet l'idéal plutôt que la réalité ». Et cet écart dans le choix du regard porté sur les objets, ou cette hiérarchie antinomique des statuts de vérité impartis à celui qui observe et à ceux-là même qui se trouvent observés, eh bien cet écart institue d'une certaine façon déjà deux régimes antagoniques de la description, et ouvre en conséquence à des stratégies, on va dire, littéraires dissemblables. Humboldt veut, en tout cas le premier Humboldt, dans ses descriptions, laisser parler la nature, c'est-à-dire mettre sa prose au diapason de celle du monde, accueillir dans ses mots la scansion des choses,
Schiller, quant à lui, souhaite que la nature lui parle et surtout qu'elle lui réponde, qu'elle se mette à sa mesure, jusqu'à ce que, d'une certaine façon, se confondent le chant intérieur de l'homme et le murmure des choses, et que le paysage ne soit plus qu'un état d'âme. Humboldt, Goethe, l'Alliance des arts et des sciences, et nous avons déjà rencontré lors de la deuxième séance de ce séminaire ce couple est surtout ce moment, un moment courant peu ou prou des années 1780 aux années 1850, un moment qui n'est pas une séquence que bornerait des dates précises, pas d'une certaine manière l'habitat historique naturel d'une épistémée, mais simplement un construit à des fins de contraste, c'est-à-dire rien de plus qu'un lieu d'où jauger certaines distances qui se sont instituées entre ce que nous sommes, ou ce que nous avons choisi de devenir, et ce que nous aurions pu être. Avant d'essayer d'en venir plus directement au rapport qu'histoire et anthropologie, dans le sillage de Humboldt, ont noué au savoir et au savoir-faire littéraire, alors je voudrais m'essayer, comme Patrick l'a fait, en quelques mots, à résumer ce que nous avons essayé de faire au fil des premières séances de ce séminaire, qui nous devient plus clair à mesure qu'elles prennent place. Et je crois, tout bien considéré, qu'il s'agit de ceci, partant des présences qui échappent à notre prose, mais dont nous savons bien, sans plus pouvoir pourtant les nommer, à quoi peu ou prou elles ressemblent. Alors, être naturel, fantôme, et récemment même fantasme dans la dernière séance. Eh bien, partant de ces présences, nous nous sommes interrogés sur la façon dont certains savoirs les moissonnent dans les descriptions qu'ils s'autorisent. Nous sommes donc partis de ceux qui manquent, des êtres eux-mêmes, et non d'une théorie des apparitions, d'une loi des singularités ou d'une pensée des accidents. Et bien sûr, ces théories, ces pensées, ces lois, nous les avons croisées chemin faisant. Et l'une s'appelait poésie, l'autre philosophie, une autre encore psychanalyse. Il s'agissait en somme, ayant dressé l'inventaire des êtres absents de nos récits, d'aller voir comment les autres s'y prennent pour les dire un par un, bien sûr, mais surtout tous ensemble, c'est-à-dire d'un seul tenant au moyen d'un même phrasé. Et donc nous voici aujourd'hui toquant d'une certaine façon à la porte de l'anthropologie, qui est le quatrième et le dernier pour cette année des savoirs auxquels nous en appelons pour cartographier précisément les empêchements dont parlait Patrick. Et de tous les savoirs déjà convoqués, à l'exception évidemment peut-être de la poésie, eh bien, c'est bien l'anthropologie qui fait le plus grand cas des cas, c'est-à-dire qui prétend le plus résolument à une description du monde éclat par éclat ou état par état, en tout cas dans l'instant fugace d'une situation, qui est celle de la rencontre et de l'observation ethnographique. C'est l'anthropologie aussi, peut-être, qui a poussé le plus loin, et peut-être le plus précocement, la critique de ses propres rapports à la littérature, et ce en un surprenant parallèle, y compris chronologique avec l'histoire. C'est en 1986 que paraît Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, de James Clifford et de George Marcus, et en 1987, un an seulement plus tard, eh bien que Hayden White publie The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Representation, qui est un ouvrage qui reprend et surtout qui radicalise les propositions qu'il avait déjà avancées en 1978 dans son ouvrage phare qui s'appelait Meta-History. Évidemment, ces deux critiques sont dissemblables, puisque c'est surtout à l'argument d'autorité narrative du compte-rendu ethnographique que s'attaque Writing Culture, le JET impérieux du compte-rendu ethnographique, et même impérial, d'Evans Pritchard et de Malinowski, alors que Hayden White s'en prend, lui, au statut même de la vérité dans le discours historien, lequel n'est pas un discours autre que celui de ses sources, mais un discours de plus, un texte parmi les textes, et donc d'une certaine manière des mots à jamais délier des choses. Alors on sait la virulence du débat qui a suivi la parution de l'ouvrage de White, et d'une façon ou d'une autre il nous faut bien évoquer, puisqu'il donne lieu à ce que parfois on appelle la querelle du narrativisme dans l'histoire de l'histoire, et on se souvient surtout de la puissante et assez implacable répartie de Carlo Ginzburg, qui invite à se défier et surtout à se détourner d'un textualisme débridé, d'une offensive néo-sceptique, ce sont ces termes à propos des travaux de White, une offensive néo-sceptique qui, en dissolvant toute hiérarchie des énoncés, eh bien, selon lui, selon Ginzburg et selon beaucoup d'autres à l'époque, eh bien, pavait la voie à tous les révisionnismes. Alors, l'intéressant dans cette affaire, dans cette querelle du narrativisme telle qu'elle s'est jouée publiquement, eh bien, c'est que l'historien qui porte la contradiction à White, Carlo Ginzburg, n'est précisément pas un positiviste naïf, dans ses propres termes, c'est-à-dire le partisan d'une écriture sèche de l'histoire, mais c'est au contraire l'un des auteurs qui use le plus librement, dans ses propres ouvrages, de dispositifs narratifs. Et il est d'une certaine façon le plus littéraire des micro-historiens,
mais il donne pour limite et pour prix à sa liberté narrative une idée, par contre, absolue de la vérité. Phrase de Ginsburg, donc c'est « la notion de vérité fait partie de nous ». Une idée ou un impératif catégorique que l'on trouve détaillé dans l'un de ses essais, qui s'appelle Unus Testis, l'extermination des Juifs et le principe de réalité, qui est publié en avril 92 dans les Quaderni Storici, un nef amiral des micro-historiens, et qui est repris quelques mois plus tard en anglais dans un volume collectif sur les limites de la représentation de l'horreur nazie dirigé par Saul Friedlander. Texte puissamment politique, y compris par ses lieux de publication et de traduction. Je ne vais pas revenir sur ce texte qui évoque en fait le problème posé par le massacre des Juifs de la Beaume en Provence en mai 1348, un massacre dont on ne sait pas grand-chose et dont tout ce que l'on sait, on le doit aux quelques mots écrits d'une main tremblante dans une Torah par l'unique survivant du massacre en question. Et la question qui se trouve par conséquent posée, c'est bien celle de l'unique témoin, testis unus. L'expression procède de l'adage de droit romain testis unus, testis nullus, c'est-à-dire témoin unique, témoin nul, ou témoignage nul. Et l'on sait d'ailleurs que c'est au nom de ce même principe que Pierre Vidal-Naquet, également, évidemment, remettra en cause le récit du suicide collectif des combattants de Masada livrés dans la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Donc il y a quelque chose d'assez puissant à l'époque, à la fois dans l'ordre de la répartie par rapport au test de White et dans un horizon qui est tout entier occupé par le péril du révisionnisme, qui en fait se poser la question de ce que peut être le statut du témoin ou du témoignage unique. Et là, évidemment, où ça pose une question qui peut-être devient intéressante ou un peu embarrassante aussi, c'est qu'on peut se dire que l'anthropologue, d'une certaine façon, est le testis unus, le témoin unique par excellence. D'une certaine manière, il faut souvent le croire sur parole lorsqu'il traite du monde lointain où il a séjourné. Alors, ce qui ne veut pas dire que la possibilité de la revisite ethnographique n'existe pas, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait pas de forme de cumulativité du savoir ethnologique, ce qui est particulièrement vrai dans son volet linguistique. Mais la croyance au principe de variation est parfois si forte en anthropologie qu'il est difficile de ne pas faire de la qualité de l'auteur une variable pivot de la justesse de sa description. Et vous écrivez, Philippe, dans le post-scriptum de l'un de vos ouvrages, Des lances du crépuscule, qui s'appelle Les écritures de l'ethnologie, eh bien, l'atelier de l'ethnologue, c'est lui-même. Alors, dans ce post-scriptum tout entier consacré à la question du scriptum, des écritures de l'ethnologie, vous déplorez, je vous cite, une certaine standardisation des formes de description ethnographique. Vous regrettez l'absence, que vous souhaitez discrète, de l'ethnographe en son récit, et vous demandez pourquoi, à la différence des anthropologues, les historiens ont su se créer une large audience. Et vous ajoutez, au titre d'explication de cet insuccès éditorial relatif de l'ethnologie, je vous cite, que l'ethnologie est une science plus technique que l'histoire. Dans ce texte, publié une dizaine d'années après la parution de Writing Culture, vous condamnez aussi assez vertement l'anthropologie postmoderne. Bon, je vous cite, pour mémoire, ce nouvel avatar égotiste de l'ethnocentrisme, qui mène trop souvent au solipsisme narcissique, et surtout dans ce texte, et c'est là où je vais en venir, vous rappelez ce qui est selon vous le propre de l'enquête ethnographique et du récit auquel elle donne lieu, la relation personnelle et continue d'un individu singulier avec d'autres individus singuliers, et vous dites encore l'expérience singulière de la diversité d'autrui. Comme expérience singulière, donc l'anthropologie, du moins en sa modalité ethnographique, relève donc de ce que les historiens des sciences modernistes pourraient baptiser un savoir lié ou un savoir situé, c'est-à-dire un énoncé de connaissances dont le crédit se soutient des circonstances de son énonciation, c'est-à-dire un témoignage qui vaut avant tout par les qualités, les compétences, la réputation de celui qui témoigne. Sa compétence, on pourrait dire sa plume aussi, puisqu'à partir du moment où la capacité à faire récit d'eux ou à faire tenir une description, eh bien cette capacité redevient de la plus haute importance, dès lors que, d'une certaine manière, la description devient à elle-même sa propre et sa seule vérité. Donc nous voici déjà parlant littérature, et je me suis dit en fait que le titre de cette séance, La composition des mondes, qui évidemment fait référence à l'expression au moyen de laquelle vous désignez le travail qu'opèrent les humains, ou qui s'opère en eux pour démarquer les domaines, les règnes d'un certain nombre d'êtres ou de présences, et également pour
évidemment établir la modalité de la continuité des uns aux autres, eh bien cette expression, la composition des mondes, on pourrait la prendre en un sens finalement beaucoup plus simple et quasi enfantin, au sens scolaire. Hein. La composition comme voilà, les devoirs d'écriture, qui ne sont pas encore vraiment des dissertations, mais où on éprouve déjà d'une certaine façon la limite et le pouvoir des mots tout à la fois. Et composer les mondes, eh bien, c'est bien d'une certaine manière s'obliger à les décrire. Et évidemment, c'est là où on songe encore à Humboldt, qui, dans son voyage aux régions équinoxiales, c'est d'une certaine manière le premier Humboldt, celui des grands récits d'exploration, eh bien, traite d'un seul tenant, sans rupture de style et sans jamais, d'une certaine façon, ni hausser le ton ni baisser la garde, de l'Indien caribe, du palmier, du gypse. Et je pense en écho, enfin j'ai pensé en écho en fait en rédigeant ces lignes, en écho à ces échappées narratives de Humboldt, eh bien à vos propres pages sur les berceuses de l'igname dans les lances du crépuscule. Et c'est là où je me suis rendu compte que la mémoire est totalement trompeuse, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des berceuses, et il ne s'agit pas d'igname, mais d'un pied de manioc. Donc, la scène se passe au chapitre 6 des lances du crépuscule, la magie des jardins, et elle traite de ces femmes hachoirs qui, je vous cite, s'adressent à leurs plantes comme à des singularités. Et c'est là qu'Enza dont on suit le cheminement et les soins prodigués à ces plantes dans son potager, tout le chapitre est organisé autour de cette promenade dans le potager, eh bien, chantonne à l'adresse d'un pied de manioc, et non pas d'igname, étant une femme non cueillie, je vais, appelant le comestible à l'existence, derrière moi répondant à mon appel, il continue à naître. Et ainsi les tubercules, dites-vous, dotés d'une âme qui est une capacité d'entendement, eh bien, comprennent-ils les messages des femmes hachoirs qui les maternent. Et vous parlez encore, dans ce même chapitre, à propos des grands arbres de la forêt tropicale, je vous cite, d'une conscience à fleur d'écorce. L'anthropologie est donc peut-être, ou du moins elle pourrait vouloir être, dans les termes de Goethe, cité ici même par Mélisse de Kerangal, voici quelques semaines, eh bien, un empirisme plein de tendresse. Et Goethe parle plus précisément, dans les Maximes et réflexions, donc je suis allé chercher en fait la maxime en question, donc c'est la numéro 509, si vraiment d'aventure vous la cherchez vous aussi. Goethe parle plus précisément d'un empirisme tendre qui s'identifie profondément avec l'objet et par là devient une véritable théorie. Et ce terme d'ailleurs de tendre, de tendresse, Sartre, oscille entre tendresse, fragilité et délicatesse, et donc désigne une connaissance, on pourrait dire, délicate du monde, et d'un monde sensible qui devient, par le fait même de sa description, eh bien, sa propre théorie. Alors je voudrais pour finir évoquer un personnage qui m'a toujours, sans connaître grand-chose à l'anthropologie, semblé faire le pont entre poésie et anthropologie, qui est un personnage un peu oublié, peut-être un peu injustement, qui était un grand spécialiste des montagnards indochinois et qui s'appelle Jacques Dourne. Jacques Dourne, qui fut envoyé annoncer la bonne nouvelle pour le compte des missions étrangères auprès des montagnards des hauts plateaux vietnamiens. Dourne, le missionnaire qui renonça d'ailleurs assez vite à sa mission, qui s'établit pendant près de 25 ans parmi ces montagnards, les Djarai et ensuite les Sré. Et Dourne surtout, qui est l'un des grands inventeurs de la notion de littérature orale, destinée à redonner une dignité documentaire et narrative aux matériaux issus de la collecte ethnographique. Dourne qui développe, et d'ailleurs sans totalement l'expliciter, une politique proprement révolutionnaire de la traduction ethnographique. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui relire Dourne, ce qui n'est pas si facile, parce qu'en fait, j'ai rendu compte qu'il n'avait quasiment pas été réédité depuis les années 1970. Et pourquoi ? Parce qu'à la différence de ses contemporains, qui privilégient par un mot à mot assez laborieux un rendu littéral des paroles indigènes, mais au risque de les rendre parfois pour partie incompréhensibles, eh bien Dourne traduit les dites justices et les chants des peuples montagnards d'Indochine, on pourrait dire à la façon de René Char, c'est-à-dire dans les termes de la poésie la plus contemporaine qui soit. Et il n'hésite pas non plus à mettre sur un pied d'égalité les contes de la forêt indochinoise et les épopées grecques, à voir ici un Ulysse Djarai, là un Oedipe Sré, et certaines de ces traductions de chants Sré eh bien, sonnent d'une certaine façon comme des tragédies de Sophocle. Et je vous en donne un exemple, ainsi de ce dialogue entre le héros culturel Sré, Lang, et sa cousine, jeune tourterelle. Dans la traduction de Jacques Dourne, Lang. De toi, ma cousine, on dit que tu détiendrais quelques filtres. Jeune tourterelle. Mais Lang, d'où pourrais-je bien avoir un filtre ? Je suis réduite à moi-même, tel un petit grain
de riz isolé. Pas un grain creux, mais un grain seul, tel un fruit détaché de sa grappe, tel un petit gong dépareillé. Je ne possède rien et c'est ainsi que je vis. Langue, jette ton filtre, aimez tes vertus, produis ton charme, que ton pouvoir ne soit pas vain. Communique donc ton filtre de tourterelle, filtre qui brûle en la main, filtre qui fait méditer en son cœur, filtre d'entente et d'amour. Il faut encore lire dans Femmes, forêt, folie, publié en 1978, eh bien, les très puissantes traductions par Dourne des contes mettant en scène les aventures au-delà du village, dans la forêt, du héros culturel Jarai, Rit, et ses rencontres tempétueuses avec les filles forêt. Dourne, d'ailleurs, ne nous éloigne pas tant que cela de vos travaux, Philippe, je crois, puisque c'est aussi un pionnier de l'ethnoscience, et tout particulièrement de l'ethnobotanique. C'est l'un des premiers non seulement à collecter et à colliger les désignations vernaculaires des êtres naturels chez les peuples montagnards dont il devient le spécialiste, mais c'est aussi l'un des premiers à restituer tout à la fois la cohérence et les contradictions de leur taxinomie. Dourne étant le premier à expliquer que, n'ayant pas le même usage d'une taxinomie, un horticulteur et un chaman n'en ont pas la même maîtrise ni ne s'autorisent à son endroit les mêmes écarts de compréhension. Dourne, qui est également un des pionniers du compagnonnage avec la psychanalyse, et Dourne qui faisait écrire en fait à ses élèves Jorai de la mission dans laquelle il était domicilié, et bien chaque matin leur rêve, et qui dans ses ouvrages utilise, on pourrait dire sur un pied d'égalité, l'ensemble des documentations, des contes, des récits de performances rituelles, et ses rêves écrits chaque matin par l'ensemble donc de ses élèves. Ce qui veut dire que la poésie peut aussi être l'un des moyens littéraires de l'anthropologie, mais, et c'est pour conclure, elle a aussi longtemps été le réceptacle et le lieu, on pourrait dire, de la plus claire énonciation de la pensée moniste qui, au temps de Humboldt, habitait les sciences naturelles. Et revenons pour finir là où nous avons commencé, à Iéna, en 1796. Eh bien, il y a là, à Iéna, en 1796, un étudiant à l'esprit frondeur, un étudiant de Schiller, qui vient de faire la connaissance de Fichte et de Hölderlin, et qui va bientôt contribuer au lancement de la revue Athénéum, ce berceau du premier romantisme allemand. Et cet étudiant s'appelle Friedrich von Hardenberg, mais il prend usuellement pour nom de plume la traduction latine de son patronyme, Novalis. Comme Humboldt, Novalis étudie à l'Académie des mines de Freiberg, d'une certaine manière l'école polytechnique de l'époque. Il y développe une admiration sans borne pour Werner, grand minéralogiste qui a initié Goethe à sa théorie du neptunisme. Novalis est un praticien assidu de l'observation de la nature, un philosophe de la nature, très influencé par le mysticisme de Jacob Boehme, qui est l'une des grandes matrices des monismes romantiques. Et dans Les Disciples à Saïs, un recueil de vers, de poèmes, qu'il compose en 1798, et qui est un hommage à Werner, donc son maître en minéralogie et en observation du monde naturel, eh bien, il écrit ceci. Les hommes vont de multiples chemins. Celui qui les suit et qui les compare verra naître des figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu'on entrevoit partout. Sur les ailes, la coquille des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et la conformation des roches, sur les eaux qui se prennent en glace, au-dedans et au-dehors des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les lumières du ciel, sur les disques de verre et les gâteaux de résine qu'on a touchés et frottés, dans les limailles autour de l'aimant et dans les conjonctures singulières du hasard. À présent, le maître retrouvait partout des choses connues, mêlées seulement et appariées étrangement. Et ainsi, souvent, des choses s'ordonnaient d'elles-mêmes en lui, extraordinaires et rares. De bonheur en tout, il remarquait les combinaisons, les rencontres, les coïncidences. Il finit par ne plus rien voir isolément. Les perceptions de ses sens se pressaient en grandes images colorées et diverses. Il entendait, voyait, touchait et pensait en même temps. Il se réjouissait à assembler les choses étrangères. Tantôt les étoiles étaient des hommes, tantôt les hommes des étoiles, les pierres des animaux, les nuages des plantes. Il jouait avec les forces et les phénomènes. Il savait où et comment trouver ceci et cela, et il pouvait le laisser apparaître. Et c'est ainsi qu'il touchait lui-même aux cordes profondes, cherchant sur elles et s'approchant des sons purs et des rythmes. On trouve ainsi chez Novalis les deux thèmes clés du monisme de Humboldt. L'idée tout d'abord qu'il est possible de faire le portrait de la nature, de rendre compte du monde non seulement sans omettre une seule des existences qui le trament, mais aussi en les saisissant dans leurs entrelacements, leur connexité mutuelle, disait Humboldt. Et puis dans le sillage de Goethe, l'attention portée aux métamorphoses,
et d'une certaine manière, évidemment, la nostalgie d'un âge où, précisément, eh bien, les choses se transformaient, se métamorphosaient, et où l'homme était capable de les comprendre, ces métamorphoses, et le cas échéant de les noter. Il y a encore un texte de Novalis sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est un texte assez fascinant, qui est le Brouillon général, qui est une espèce d'encyclopédie devenue folle ou rendue libre, près d'1 millier de fragments qui portent sur tout, de la botanique à l'histoire des religions, en passant par la chimie, etc., et qui est d'une certaine manière la volonté, pour citer Olivier Schaeffer, qui est le dernier éditeur en date du texte, eh bien de faire ressurgir un mode de pensée infini, dynamique et en perpétuel mouvement, susceptible d'épouser les nuances infinies du monde. Donc d'une certaine manière, ce que Novalis lui-même appelle sa méthode un chaos rationnel, pourrait mener sinon à la théorie, du moins à l'esthétique d'un savoir pour lequel les singularités ne s'épuisent jamais dans les séries dont elles livrent la clé. Et puis il y a ces mots, donc en tout il remarquait les combinaisons dans les disciples Assaïs de Novalis. Donc inventaire des métamorphoses aussi bien que quête de la grammaire de la grande écriture chiffrée qu'on entrevoit partout, vision du réel comme système de liaison et de permutation, ce pourrait même être, d'une certaine façon, l'avant-propos poétique d'une connaissance structurale du monde. Alors évidemment, pour y voir plus clair ou mieux comprendre en quoi eh bien, votre œuvre a influencé profondément les possibilités narratives des sciences humaines, donc nous avons demandé à Sophie Houdard, anthropologue, et qui a elle-même mené tout un ensemble de travaux sur les rapports entre humains et non-humains, eh bien de nous en parler, et puis ensuite à Étienne Hanheim. Mais évidemment, Philippe, si vous voulez réagir, ou pas du tout. Hein, voilà.